Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Une culture propre à la Grande Île. Le F-Yavanana. Un frein pour le développement du pays? Décembre 2004. Monseigneur Claude Roland, évêque d'Antsirab, définit le F-Yavanana comme le sens de la fraternité universelle et l'acceptation d'enrichissement par le contact entre individus, entre tribus, entre peuples. Les quelques 17 millions de Malgaches qui peuplent la Grande Île s'efforcent constamment de respecter l'autre et l'amitié qui les lie. Une autre définition du F-Yavanana pourrait être l'idée selon laquelle chacun doit être suffisamment conciliant pour préserver la bonne entente. Combien de fois me suis-je retrouvé témoin de ces formidables élans de solidarité et de générosité spontanée qui soudent le peuple malgache. Lors des problèmes mécaniques rencontrés par les chauffeurs des taxis-brousses, chaque passager leur prête main forte pour réparer leur voiture. Le mécontentement général bien caractéristique des Parisiens lors des grèves SNCF, par exemple, n'est pas du goût des Malgaches. C'est avant tout le Mora Mora, traduisé littéralement doucement doucement, qui reflète la réalité du pays. Malgré la chaleur parfois accablante et la fatigue des longs trajets, 2 jours et demi de taxi-brousse sont parfois nécessaires pour accomplir le trajet Tana-Diego lors de la saison des pluies. Les Malgaches attendent tranquillement dans la voiture en racontant les histoires les plus burlesques à leurs compagnons de route. De plus, l'idée d'unification, de rassemblement continuel, est tellement forte que l'isolement passager des Occidentaux en quête d'intimité est souvent mal compris voire mal vu. D'ailleurs, de longues discussions lors de mon court séjour dans ma famille d'accueil ont souvent été nécessaires pour tenter d'expliquer que mon côté solitaire n'était pas le signe d'un état déprimé, mais juste le besoin de me retrouver avec moi-même. Dans une certaine mesure, ce F-Yavanana revêt également ses mauvais côtés. On ne sanctionne jamais les autres, on a peur de déplaire à ses collègues. Il est difficile de donner des ordres. Comment peut-on réellement trouver un épanouissement personnel lorsqu'on vous reproche votre ambition, votre supériorité hiérarchique? Durant mon bref passage au sein de l'organisation non gouvernementale Hardy Madagascar, le côté arrangement tacite du F-Yavanana me frustrait quelque peu pendant les réunions d'équipe. À chaque prise de décision importante, à chaque désaccord survenu, une sorte de compromis mou était toujours trouvé afin de ne vexer personne. Malheureusement, ces longues discussions n'aboutissaient parfois qu'à une décision stérile. En règle générale, cette volonté de trouver constamment un juste milieu ne débouchait sur aucune solution objective, certaines situations bloquantes pouvant durer indéfiniment. D'ailleurs, les traditions du pays veulent que les conflits éventuels soient toujours cachés devant le vasar. En réalité, les regards furtifs, les sourires spontanés, les fadis, non-dits, illustrent l'attitude et la relation des Malgaches avec les Blancs. Une autre question intrigante me venait constamment à l'esprit. Comment expliquer que les détenteurs de l'économie locale, tels que le président actuel, exigent que les Vasaa occupent les places les plus stratégiques dans les grands organismes nationaux et internationaux? Pourquoi n'accordent-ils pas leur confiance à leurs confrères malgaches? Au sein de la compagnie aérienne Air Madagascar par exemple, les Allemands sont les premiers décideurs. Les raisons de ce constat pour le moins surprenant semblent bien complexes. Certains y voient une corruption encore trop tentante, d'autres, plus nationalistes, le comprennent comme le prolongement du néocolonialisme français, d'autres encore rejettent la faute sur le manque d'organisation et de rigueur de la part de leurs compatriotes malgaches. Cette différence hiérarchique entre occidentaux et malgaches peut s'expliquer en grande partie par le manque de complémentarité entre la culture traditionnelle malgache, souvent mal comprise par les visiteurs de l'île, et les exigences du monde patronal. Cette difficulté de donner des ordres aux autres, cette crainte de se mettre à dos ses collègues lors d'une réforme brutale reflète à bien des égards la différence d'état d'esprit existant entre un simple citoyen malgache et un patron d'une grande firme multinationale. Néanmoins, de nombreux Malgaches vivant outre-Atlantique ont pu faire fortune en imposant leurs directives d'hommes d'affaires. Enfin, j'aimerais revenir sur cette philosophie de Mora Mora si souvent associée à la Grande Île. D'abord, je ne suis pas de ceux qui pensent que la culture du Mora Mora soit la base commune à tout le pays. De nombreuses réussites dans le milieu professionnel ont montré que les Malgaches arrivent à canaliser toute leur énergie pour se montrer dynamiques et novateurs. C'est d'ailleurs le cas pour les dirigeants politiques qui se sont succédé,
ou encore pour des chanteurs malgaches mondialement reconnus comme Jao Jobi. Si on veut évoquer ce concept, il faudrait plutôt l'associer à tous les pays tropicaux où l'envie de faire la sieste durant la pause déjeuner, de vivre à l'heure du lever et du coucher du soleil, d'accumuler du retard aux réunions de travail est caractéristique. En réalité, la philosophie de vie du peuple malgache repose avant tout sur la recherche constante de sérénité. À l'avenir, il faut espérer qu'une solution puisse être trouvée pour que ce Fiavanana ne soit pas un frein au développement du pays. Les messages profonds du Hiragazi. Mars 2005. À peine arrivé dans ma famille d'accueil en juillet 2004, on me proposa d'assister à une des fêtes traditionnelles de l'univers malgache, le Famadiyana, ou le retournement des morts. L'un des membres de la famille m'expliqua que cette journée de fête tirait son origine de l'Asie lointaine et originelle, au début du premier millénaire de notre ère. Ainsi, je découvris avec une certaine candeur ce lien fondamental entre la population et ses morts, le culte des ancêtres. Durant cette journée où les membres de ma famille d'accueil se rassemblèrent, chaque ancêtre fut tour à tour sorti du tombeau collectif pour être ensuite porté à bout de bras par la foule. Puis on les fit sauter jusqu'au ciel, on les secoua et on les entraîna dans une joyeuse farandole en faisant plusieurs fois le tour du tombeau. Ce n'est qu'à la fin que chacun se rapprocha du corps pour le toucher et l'envelopper d'un suaire neuf, un apparat incontournable selon les habitants de l'île Rouge. Ce mélange exaltant où vivants et ancêtres se côtoient, nous rappelle que les gens de l'au-delà ne font pas peur au peuple malgache. Ils font partie intégrante de la vie, du quotidien de la grande île. Les tombeaux, d'une architecture parfois remarquable, sont édifiés dans les champs autour des villages parce que les astrologues les considèrent comme des endroits bénéfiques. Parmi toutes les spécificités culturelles du rite, l'une d'elles me laissa davantage pantois. Il s'agit des MP Hiragazi, dont les originalités artistiques tirent leur source à la fois du théâtre et de l'opéra. Ces personnages emblématiques nous entraînent dans un spectacle résolument folklorique, mêlant à la fois les chants lyriques et les danses originelles. Ils pratiquent l'une des formes d'expression artistique les plus populaires et les plus recherchées dans tout l'océan Indien, le Hiragazi, signifiant littéralement chant malgache. Mais l'expression l'opéra symbole du peuple semblerait plus adaptée. Chaque élément de cette fabuleuse fresque se révèle d'une importance primordiale comme la beauté des costumes, la grâce des gestes, la chorégraphie, la poésie et la philosophie des textes. D'autres s'accordent à penser que cet art est plutôt né durant le XIXe siècle, sur les territoires de l'Imérina. Il est un formidable vecteur de communication, ainsi qu'un appel à la solidarité et l'unité malgache face aux multiples péripéties rencontrées. En effet, cette culture reste très attachée à son histoire, à ses constructions symboliques, à ses arts sacrés, à son architecture funéraire et à son rapport charnel avec ses ancêtres. Une culture qui est devenue au fil des temps un art national emblématique qualifié d'ailleurs de Lovan-Drazana, l'art hérité des ancêtres, pour témoigner de cette relation profonde qui lie les Malgaches avec l'ancestralité. Plus largement, l'art Hiragazi se veut un fait social partagé entre tradition et rébellion. Au travers des kabaris, ses longs discours éloquents introduisant la cérémonie, et ses spectacles majestueux, les MP Hiragazi soutiennent, défendent et parfois critiquent une réalité culturelle, politique, économique et psycho-affective. Comme nous le rappelle Emeline Raoliarizora, directrice artistique du Kianjam Pirenena Hiragazi, le Théâtre national de l'opéra Hiragazi, et co-auteur du livre passionnant Paroles d'ancêtres Mérina. Amour et rébellion en Imérina, ces artistes ont marqué de leur empreinte toutes les grandes révolutions historiques qui ont touché cette île. Ils ont d'abord participé activement à la résistance face au colonialisme au cours du XXe siècle jusqu'au soulèvement de 1947, puis au processus de transformation sociale des années 70, puis, plus récemment, au mouvement social de 1991 et au soulèvement démocratique de 2002. Ils sont également présents pour rappeler, et même dénoncer parfois violemment, la réalité sociale et économique du pays. Ils participent à un processus de transmission culturelle interrégionale en parcourant tous les territoires du pays, en organisant des tournées de plus en plus populaires dans les régions d'Ansiranan, Farafangana, Fianarantsoa et Mahajanga.
La composition des chansons et la mise en scène essayent de mettre en évidence cette relation entre historicité et sacralité, entre humanisme et spiritualité. Elle tente de faire partager l'éternelle souffrance d'un peuple tout en conservant une lueur d'espoir et en évitant de tomber dans l'art du fatalisme. Cet opéra du peuple a su conserver des valeurs morales très fortes au fil de son développement. Il compte aujourd'hui plus de 80 troupes réparties dans le pays. Chaque membre continue à partager l'ensemble de ses gains avec sa famille, ses proches ou encore ses cousins d'amitié. Souvent, chacun gagne juste assez pour faire vivre son entourage. Afin de préserver cette collectivité d'entraide et d'engendrer toujours plus de solidarité, les troupes de théâtre ont décidé de créer une confédération, la Fimpinamade, qui représente plus de 2000 artistes et fait vivre environ 10 000 personnes. Monsieur Rami Lison, le responsable de l'organisme, souhaiterait prolonger ce type d'initiative en créant un théâtre national dédié au Iragazi à Antananarivo, le premier du genre, nommé Kianjampirenena Iragazi. Il permettrait aux troupes de se retrouver pour échanger et développer leurs expériences personnelles. Cet aspect de la culture malgache démontre toute la créativité artistique existante dans tous les villages. Ce phénomène de masse développe un tissu social très dense. Il demeure toutefois un art mystérieux et méconnu par les Occidentaux, tout en constituant un formidable outil d'exploration pour les sociologues et les anthropologues. Pour les historiens et les ethnologues, une recherche approfondie sur les origines du Iragazi permettra de mieux appréhender le lien unissant l'ethnie Mérina avec le continent asiatique. Au-delà des paroles rebelles contestant les inégalités, l'injustice et la corruption, j'aimerais témoigner de mon respect pour mes amis malgaches qui ont su trouver par cet art engagé, l'art des dominés, un moyen de s'exprimer librement. J'aimerais leur dire combien leur rôle est fondamental lorsque de jeunes étrangers partent à la découverte de leur pays. Le Iragazi est un des accès les plus ludiques à la culture malgache. Les milices françaises au chapeau rouge, de la première moitié du XIXe siècle ainsi que les néoColonisateurs de la période post-indépendance, expression employée par les étudiants de la Révolution de 1972, ont commis des actes épouvantables sur la population locale et les MP Iragazi. Ils les ont parfois humiliés, réprimés quand ils ne pouvaient pas payer l'impôt mis en place pour financer l'administration coloniale. Parfois, en guise de punition, ils censuraient leurs spectacles. Cette période fait aujourd'hui partie du passé et il ne tient qu'à nous tous, malgaches, français et autres étrangers, de fonder de nouvelles bases pour l'avenir du pays, d'entreprendre une coopération culturelle conjointe et renforcée. Cette coopération doit se faire autour de 4 pôles correspondant aux 4 continents qui ont fait de Madagascar une île d'une extrême richesse. Il serait pertinent de définir le rôle de ces troupes lors des projets de développement établis par les organismes de coopération internationale. Au siècle dernier, un artiste européen subjugué par cet art était venu se joindre à l'une des troupes malgaches pour devenir lui-même un MP Iragazi. Son talent et son aisance en danse ont connu un tel engouement que le groupe a rencontré un vif succès auprès du public. Ce jeune Vazaha avait finalement donné au peuple, comme tant d'autres actuellement, une leçon d'amour inébranlable. Il avait exprimé son refus d'antagonisme qui existe entre les civilisations européennes, occidentales et malgaches. Voici 2 textes que j'ai sélectionnés symbolisant toute la richesse du Iragazi. L'amour et les passions humaines. Aïssa no Mizi Odi Banina? Où est le filtre du désir? Aïssa no Mizi Odi Fitia? Où est le filtre d'amour? Anissa Abo no Mizi? C'est au village de Peut-être. Ani Amboimanoa Kalavitra, A Amboimanoa loin, Fa Amboni Vato Faniri car il pousse sur un rocher. Propos recueillis et traduits par Jean Paulhan. La psychologie de la vie, les conseils existentiels, psychologiques, relationnels. Je considère que le monde a faim, et qu'il ne se soucie pas de la culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Antonin Artaud, Le théâtre et son double. Les moyens de transport cocasses de Madagascar. Mars 2005. Ceux qui connaissent les transports à Madagascar ont pu être témoins de scènes épiques. Comment une 404 bâchée, à l'entretien plus que douteux prévu pour une capacité d'accueil maximale de 15 personnes,
peut en transporter jusqu'à 40, avec des passagers sur la galerie ou debout sur le marchepied. C'est ici que se situe toute l'originalité des expéditions malgaches. Les touristes aimant l'aventure ont pu découvrir les célèbres taxis-brousses en parcourant la route du sud menant à Tuléar. Ces petites voiturettes, conçues comme les petites camionnettes japonaises, font le malheur des vacanciers de grande taille. Les genoux collés au siège du passager avant, ces derniers doivent parfois endurer un voyage d'une journée sous un soleil de plomb et sur des routes montagneuses. Ils peuvent néanmoins apprécier la chaleur humaine régnant dans ces minibus où se mélangent les musiques africaines, asiatiques, arabes et occidentales. Arrivés à Tuléar, dans le sud-ouest du pays, ces taxis-brousses se transforment en camions-brousses. Ils répondent à une double vocation de transport de personnes et de marchandises. Ils jouent un rôle primordial dans le développement de l'économie régionale, grâce à une large contribution à l'acheminement et à la commercialisation de produits agricoles ou halieutiques. Ainsi, il faudra s'habituer, sur des routes pour la majorité enclavées, à se retrouver au beau milieu de volailles, de sacs de blé et de farine ainsi que de petits nourrissons malgaches allaités par leur maman. Ils constituent en quelque sorte le charme local du pays. En règle générale, les relations très fortes entre le chauffeur, souvent propriétaire du véhicule et respecté de tous, et son manévrat, chargé de le seconder, sont marquées par un rapport paternaliste. Comme à Lomé et Bamako, ce milieu fermé est fortement hiérarchisé et stratifié. Il met en évidence une prépondérance non pas du niveau de qualification mais de l'âge social comme facteur discriminant, une valeur aujourd'hui archaïque et perdue en France. L'une des façons d'intégrer ce milieu repose sur deux conditions: la connaissance préalable d'un parent ou ami intime du chauffeur et l'acceptation d'un début de carrière parfois douloureux. C'est ainsi que de nombreux touristes coincés à la gare routière ont pu rencontrer les laveurs de voitures ou les paneras, dont le rôle consiste à trouver des passagers, à aller les chercher éventuellement chez eux ou au marché, à attacher et ranger les bagages avant le départ. D'ailleurs, l'énervement s'en mêle souvent quand vous devez parfois attendre des heures pour que le taxi-brousse se remplisse. Contrairement à des pays comme l'Inde, le prix du gasoil atteint des sommes exorbitantes. Les chauffeurs de taxi appliquent des tarifs onéreux, tant pour cette raison que pour profiter du système. Ainsi, comme pour une majorité des Malgaches vivant dans les campagnes, on comprend vite que ce type de moyen de transport représente un vrai luxe dont peu jouissent. Arrivé à l'une des gares routières du pays, je fus accueilli avec un enthousiasme débordant par ces petits bonshommes se déplaçant avec des pousse-pousse. Antsirab est surnommée la capitale malgache du pousse-pousse car c'est la ville où vous en trouverez le plus. Transportant une ou deux personnes, ces mini-charrettes ont été importées d'Asie. Ces jeunes transporteurs courent pieds nus et tirent leur engin seuls à la force de leurs bras. Dans les premiers temps, cette situation me gêna quelque peu. À l'aube des nouvelles transformations technologiques, comment la société pouvait-elle accepter que des humains soient considérés comme des bêtes de trait? Comment nous, occidentaux, pouvions-nous ne pas ressentir le décalage matériel avec nos compagnons malgaches travaillant quelquefois sous des pluies battantes comme à Tamatave, à l'est du pays, de l'eau leur arrivant jusqu'aux genoux? Mais les discussions avec mes compagnons de voyage m'ont permis de relativiser la précarité de leur situation. J'ai pu remarquer en manœuvrant moi-même ces pousse-pousse qu'ils étaient suffisamment bien conçus pour épargner la santé de leurs chauffeurs. J'ai pu lire sur le visage de certains d'entre eux l'apaisement et la quiétude. Ils semblaient satisfaits de leur situation et considéraient même comme une véritable aubaine de posséder leur propre pousse-pousse. À Antsirab, j'ai pu faire connaissance avec Nathan, quinquagénaire à la peau ridée et père de 5 enfants. Dormant tous les soirs à la belle étoile dans son véhicule et ne rentrant qu'une fois par mois chez lui, il me fit partager quelques moments de fou rire avec ses camarades. Malgré la dureté de son travail associé à des problèmes de vieillesse, il s'attelait depuis 28 ans à cette même tâche. Voyant son petit chapeau de paille couvert de sueur, je lui proposai d'échanger quelques instants nos rôles lorsque la pente se fit plus raide. Par timidité ou fierté, il refusa, mais accepta tout de même que nous restions côte à côte pour effectuer ce petit bout de chemin ensemble. À Tana, ce sont les taxis-bis les plus utilisés par les habitants. Ces véhicules, ayant exactement la même géométrie que les taxis-brousses, circulent par centaines dans l'ensemble des quartiers de la capitale.
Le repérage est assez facile puisque les numéros de bus sont affichés à chaque arrêt, avec une petite pancarte accrochée à l'avant du bus et indiquant leur itinéraire principal. Mes premières expériences en tant que passager furent en tout point exaltantes. Il fallut avant tout que j'apprenne ce nouveau code implicite, Misi Miala. L'accent malgache n'est pas aisé pour les Français pour demander l'arrêt au receveur. Et c'est souvent avec des sourires cachés que les voyageurs malgaches réagissaient à l'écoute de mes premiers mots prononcés dans leur langue natale. Ces receveurs, contrairement aux autres personnes appartenant au milieu professionnel du transport routier, travaillent en duo avec le chauffeur et se partagent équitablement les frais de la journée. Ces derniers se prêtent parfois à des exercices périlleux sur la route en proposant à leurs collègues une course rallye. Néanmoins, leur non-respect du code de la route qui est cependant quasi inexistant et des limitations de vitesse engendrent de temps à autre des accidents tragiques comme ce fut le cas de ce jeune chauffeur terminant son périple dans le lac Anosi et provoquant le décès d'une personne. Mais les taxis-brousses, les taxis-bis et les pousse-pousse ne constituent pas les seuls moyens de transport du pays. En ville, où l'on compte autant de voitures que de bicyclettes, plus de 300 000 bicyclettes sont comptabilisées aussi bien dans les zones urbaines que périurbaines. Ces dernières sont souvent utilisées dans les déplacements quotidiens pour se rendre au travail, à l'école ou pour faire ses courses. Dans la capitale, du fait de la saturation des infrastructures routières causée par le surcroît de véhicules à moteur et d'autres moyens intermédiaires de transport, MIT, les malgaches circulent avec des bicyclettes pouvant se faufiler entre les voitures. Dans les zones rurales, le vélo, principalement consacré aux déplacements proches de la zone d'habitation, est le moyen de locomotion le plus utilisé. Quant aux transports fluviaux et côtiers tels la pirogue, ils sont généralement très utilisés pour le développement des échanges intérieurs de certaines régions de l'île, comme le canal des Pangalan sur la côte est. Ces moyens de transport en plein essor, grâce tout particulièrement à une amélioration de la mécanisation et de la construction ainsi qu'à une adéquation de la structure, contribuent à leur façon au désenclavement des régions, amélioration de l'accessibilité de la population aux services de base et facilitation de la circulation des biens et des personnes. Je n'oublierai jamais mon aventure pour accéder à la petite commune de Miadanandriana, sur la bordure orientale des Hautes-Terres centrales, en limite de la province d'Antananarivo. Sous un brouillard épais et un froid hivernal, plus de 2 heures de navigation en pirogue nous furent nécessaires pour accéder au village. C'est le lieu où différents programmes agricoles ont été montés par l'association Hardy, en collaboration avec les villageois. Enfin, de nombreux autres moyens intermédiaires de transport existent dans le pays, tels que les transports motorisés à petite échelle, motos, petits tracteurs, ainsi que les charrettes utilisant l'énergie animale et l'énergie humaine. Je fus assez surpris la première fois que je vis 4 hommes tracter à main nue des charrettes remplies de paille sur des parcours semés d'embûches. Dans ces moments-là, l'époque du Moyen-Âge français ne me semblait pas si loin. Heureusement, de nombreuses initiatives commencent à apparaître. Des projets contribuent à améliorer la mobilité rurale, en augmentant le nombre et la qualité des MIT et en diversifiant leur type d'utilisation. Les ONG internationales et malgaches telles que AgroAction et Intercoopération. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.